Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Mémoire, la campagne d'Italie, 1796-1797 de Napoléon, lu par François Cottrell. Campagne d'Italie, introduction par Thierry Lenz. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Comment ne pas citer l'incipit de la Chartreuse lorsqu'on introduit quelque écrit que ce soit sur la campagne de 1796-1797 ? Cette aventure, conduite par un jeune et malingre général de 27 ans, avait toutes les caractéristiques pour devenir une des matrices du romantisme qui allait largement se nourrir du soleil italien dans son éclosion. Alors même qu'elle n'était pas encore achevée, la campagne de Bonaparte avait déjà frappé les esprits. Il avait su en faire parler, mais aussi déjà y faire rêver. Or, ce mythe précoce, elle fut un événement majeur des guerres révolutionnaires par ses aspects militaires comme politiques. Pour la première fois, le front méridional avait supplanté ceux du nord et de l'est. Pour la première fois, ce fut des combats péninsulaires que vinrent les solutions et les victoires diplomatiques. Pour la première fois, un général s'était mué en administrateur efficace et imaginatif sans remettre violemment en cause le pouvoir du centre. Quelles que soient les légendes, les exagérations ou les arrangements avec la réalité que l'on rencontrera dans ses mémoires, Napoléon pouvait à bon droit exprimer quelque fierté en regardant derrière lui vers ces plaines italiennes qui le virent vraiment naître pour l'histoire. La campagne d'Italie a décidé du sort de plusieurs États, de la position de la France républicaine en Europe, beaucoup de grandes batailles, des grandes armées défaites, de grandes renommées vaincues, disait-il à Bertrand. Il n'avait pas tort. Son destin ne pouvait éclore que dans cette péninsule qui elle-même semblait attendre un nouveau héros. Sans aller creuser son enfance sous les inspirations antiques du jeune Corse de lointaine ascendance italienne, on ne peut que remarquer que, compte tenu de ses affectations successives, sa carrière ne semblait pas devoir se développer ailleurs que dans la botte. En septembre 1793, il fut déjà affecté comme capitaine à l'armée d'Italie. Il était sur le point de prendre la route lorsqu'il apprit qu'il devrait bifurquer sur Toulon, assiégé par les armées de la République après qu'elle eût été livrée aux Anglais par les fédéralistes. Il ne contribua pas peu à la reprise de la ville, et 3 jours après cette victoire, le 22 décembre 1793, il fut nommé général de brigade. Sa nouvelle affectation fut le commandement de l'artillerie de l'armée d'Italie, comme si la destinée insistait pour lui faire franchir les Alpes. Le 2 avril suivant, il proposa un plan offensif au général en chef Dumerbion, qu'il accepta. Ce brouillon de ce qu'il allait réaliser 2 ans plus tard lui permit de prouver que le fruit italien pouvait être cueilli. Le col de Tende fut occupé. L'étape suivante aurait pu être une attaque générale en Piémont. Bonaparte séjourna quelques jours à Gênes pour la préparer, mais à Paris, le sage Carnot convainquit le comité de salut public qu'il était trop tôt pour en arriver là. La partie n'était que remise, mais la déception de Bonaparte fut grande. Le 2e épisode italien eut lui aussi un goût d'inachevé. Les vagues provoquées par la chute de Robespierre, dont le frère Augustin était un de ses protecteurs, faillirent engloutir le jeune général. Ce fut encore l'Italie qui le remit en selle après plus d'1 année de vaches maigres. Compromis par la chute des Jacobins et brièvement placé en résidence surveillée, il végéta entre Nice, Antibes et Marseille avant d'être réorienté vers l'armée de l'Ouest, 29 mars 1795.
Il refusa de s'y rendre, ne voulant pas, devait-il dire plus tard, porter les armes contre d'autres Français. Monté à Paris, le mauvais coucheur en fit tant qu'on le plaça en non-activité. À quelque chose malheur fut bon, car il ne fut dès lors mêlé à aucun des épisodes sanglants de la Convention thermidorienne et parvint en prime à éviter les guerres de Vendée. Finalement, il accepta à contre-cœur un emploi au sein du bureau topographique de l'état-major, 18 août 1795. Et comme il était écrit qu'il devrait un jour y combattre, il put concevoir en chambre un plan de campagne dans la péninsule qui allait lui servir plus tard. Conquête de la Lombardie, puis marche sur Vienne par les Alpes pour y rejoindre l'armée d'Allemagne partie de Bavière. Il en prévoyait l'exécution en quelques semaines, ce qui était trop optimiste comme il allait lui-même s'en rendre compte. Mais l'heure n'avait pas encore sonné. Désœuvré, le futur empereur erra quelque temps dans les rues de Paris, ruminant le sort contraire et rongeant son frein. En quelques semaines, il allait pourtant passer de l'extrême disgrâce à la grande faveur. Les choses s'accélérèrent en effet pour lui avec les événements de Vendémiaire. L'émeute grondait à Paris à quelques jours de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, celle du Directoire. Menacé, l'Assemblée sortante avait placé son sort entre les mains du ci-devant vicomte Paul de Barras, général en chef de l'armée de l'intérieur. Pour le seconder, celui-ci fit reprendre du service aux généraux en disgrâce. Et comme c'était la droite royaliste qui s'agitait dans Paris, il lui fallait employer des hommes réputés jacobins. Bonaparte en faisait partie. Lorsque l'insurrection fut à deux doigts de réussir, notre général d'artillerie proposa tout naturellement de faire parler le canon. Il mit ses pièces en batterie non loin des Tuileries, où siégeait la Convention, et mitrailla les émeutiers, notamment sur les marches de l'église Saint-Roch, édifice qui en conserve aujourd'hui quelques stigmates. Ce 13 Vendémiaire an 4, 5 octobre 1795, sa fortune était faite. 3 semaines plus tard, il remplaça Barras, devenu l'homme fort du nouveau régime, à la tête de l'armée de l'intérieur. Son protecteur lui céda même sa maîtresse, la troublante Joséphine de Beauharnais, qu'il épousa le 9 mars 1796. Une semaine plus tôt, encouragé par Carnot, qui, bien que s'étant jadis opposé à ses projets, avait décelé quelque chose en ce fougueux Bonaparte, le roi du Directoire avait déposé dans la corbeille de mariage une nomination de commandant en chef de l'armée d'Italie. Cette fois, la vocation et la détermination italienne du général Bonaparte étaient reconnues et encouragées. Comme dans la plus fameuse symphonie de Beethoven, le destin venait de frapper son 4e coup aux portes de la renommée.